De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Catherine Marceline. Alors vous êtes, on l'a dit, Mélinda l'a dit dans votre portrait, vous êtes également une grande passionnée de culture et d'histoire, l'histoire avec un grand H et en particulier celle de ces figures féminines. Vous avez d'ailleurs échangé la robe contre la plume en écrivant un premier ouvrage dédié à la cantatrice Christiane Eda-Pierre, paru en 2019. Pourquoi avoir choisi cette figure pour vous lancer dans l'écriture ? J'avais envie d'écrire sur une femme noire emblématique de notre histoire parce que je trouvais que malheureusement, bien qu'il y ait pas mal de femmes dans notre histoire qui s'étaient illustrées, on n'en parlait pas suffisamment. Et donc Christiane Eda-Pierre était une femme que j'avais rencontrée pour la première fois à la Martinique quand elle était venue faire un récital. Ma mère m'avait emmenée la voir et c'était mon premier contact avec l'art lyrique. J'étais une petite fille de 8 ans et donc j'avais gardé ça en mémoire. Et puis elle était en vie. Et ça, pour moi, c'était vraiment précieux de pouvoir commencer à échanger avec elle. Et donc l'écriture a été fluide parce qu'elle est inspirante, bien sûr. Et puis c'était un témoin aussi privilégié de son époque. Donc j'ai beaucoup appris en discutant avec elle, en échangeant avec elle. Alors un premier travail d'écriture qui vous emmène sur les traces de la tante de Christiane Eda-Pierre, à savoir Paulette Nardal. Militante de la cause noire, première femme de couleur à étudier à la Sorbonne, journaliste, inspiratrice du courant littéraire de la négritude. Et pourtant, pendant très longtemps, l'histoire n'aura retenu que Césaire et Senghor. Comment vous l'expliquez ? Césaire, Senghor et Damas. Oui. D'abord parce que l'histoire... En tout cas, 3 hommes. Voilà, 3 hommes. L'histoire est évidemment posée sur des bases patriarcales, donc les femmes ont contribué, mais elles n'apparaissent pas officiellement. Et puis ensuite parce que je pense que beaucoup considèrent que pouvoir honorer le travail de Paulette Nardal, c'est retirer à Césaire ce qu'il a fait. Paulette Nardal était la première étudiante noire à la Sorbonne en classe d'anglais. Elle a donc maîtrisé parfaitement l'anglais qu'elle parlait couramment et donc pu traduire des auteurs noirs américains. Ces auteurs noirs américains venaient dans son salon à Clamart et ils lui ont montré ce qu'était l'internationalisme noir. Il y avait à ce moment-là, aux États-Unis, un mouvement culturel, intellectuel qui s'appelle Harlem Renaissance, qui prônait donc les valeurs culturelles, littéraires, noires, en disant que les Noirs avaient autant de valeur que les Blancs. Donc c'était quelque chose qui était très important pour la fierté américaine noire. Et donc, elle a fait cette découverte-là, Paulette Nardal, quand elle est partie faire ses études. Et elle a ouvert son salon à des personnes. Et quand Césaire est arrivé bien plus tard, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 10 ans de différence entre les deux, il a pu bénéficier de ces contacts-là. Mais la seule qui parlait anglais, c'était Paulette Nardal. La seule qui pouvait traduire des textes, c'était Paulette Nardal. Donc, elle lui a donné accès à un certain nombre de compréhensions de clés que lui, ensuite, a développé sous le terme de négritude. Mais les éléments premiers, c'est elle qui les amène. Et elle le dira dans une interview. Elle a dit, oui, bien sûr, nous avons ouvert la voie. Mais nous n'étions que des femmes. Et donc, il y avait vraiment cette importance, ce poids de la société patriarcale qui faisait que les hommes n'en parlaient pas, et qu'ensuite, par la suite, quand son travail a commencé à être mis en lumière, ça fait depuis des années que je travaille à ça, beaucoup se sont dit, mais si on reconnaît ce qu'a fait Paulette Nardal, ça veut dire qu'on enlève à Césaire. Donc, il y a quelque part un malaise, une gêne, en tout cas ici en Martinique, à pouvoir le reconnaître. Et je me suis souvent retrouvée confrontée à des personnes qui m'interpellaient autour de conférences, par exemple, ou dans la rue, en me disant « Mais pourquoi est-ce que vous voulez enlever ça à Césaire ? Césaire, c'est la négritude. » Il ne s'agit pas d'enlever ça à Césaire, il s'agit de reconnaître que là où lui, il a théorisé, conceptualisé la négritude, avant, il y avait une femme, et d'autres femmes, parce que la femme de Césaire aussi, Suzanne Roussy, a beaucoup œuvré en matière de féminisme noir et de valeurs, de prise de conscience des valeurs noires. Il s'agit de restituer ce qui a existé et qui a été porté par d'autres. Donc on est sur un combat qui est aussi un combat d'égalité homme-femme, en fait. Et donc un travail de restitution que vous menez aussi depuis 2016 afin que justement Paulette Nardal entre au Panthéon par l'apposition d'une plaque. J'ai lu qu'on vous a traité de folle à l'époque. Oui. C'est-à-dire ? En me disant, mais Paulette Nardal, c'est qui ? Mais comment tu veux faire entrer quelqu'un qu'on ne connaît pas au Panthéon ? Et en fait, moi, ma question, c'était à ce moment-là, quand on me disait ça, mais comment ça, quelqu'un qu'on ne connaît pas ?
C'est peut-être que quelqu'un que tu ne connais pas toi. Donc, essayons d'en parler, essayons d'échanger. Et la deuxième question qui venait, c'était mais elle n'a rien fait, vraiment, tu n'y penses pas. Enfin, il n'y a aucune raison qu'elle rentre au Panthéon. Et là, je répondais pareil. Peut-être que tu ne sais pas ce qu'elle a fait, mais renseigne-toi sur ce qu'elle a fait. Et quand on voit son parcours, elle a été première dans beaucoup de choses, en fait. Première femme noire dans beaucoup de choses. Et en plus, c'est une femme qui s'est illustrée pendant la période de l'amiral Robert en Martinique, et ça, peu de gens le savent, parce qu'elle a donné des cours d'anglais clandestinement à des jeunes qui partaient en dissidence, au risque de se faire arrêter. Et ça, c'est une preuve de résistance, au sens où l'entendent, je dirais, des experts historiques nationaux, et qui peuvent effectivement justifier que quelqu'un ait sa place dans un endroit comme le Panthéon. Donc elle a un parcours qui permet ça. Où en sommes-nous justement de ce projet ? Pour l'instant, nous n'avons pas l'oreille du président là-dessus. Oui, car c'est lui qui peut décider. Il n'y a qu'une seule personne qui peut décider, c'est le président de la République. Et en fait, ce que l'on m'avait expliqué au moment où je commence donc ce travail en 2016, c'est qu'il faut faire en sorte qu'il y ait du bruit autour de Paulette Nardal. Donc de faire que des rues soient baptisées Paulette Nardal, que des articles, des éléments sortent sur Paulette Nardal. Donc à ce moment-là, j'ai fait deux choses. Écrire à tous les maires de Martinique, écrire à certains maires de villes en France pour qu'ils soient sensibilisés à qui elle était et quel était son parcours. Et j'ai aussi écrit évidemment au président de la République et j'ai aussi demandé que l'on puisse faire en quelque sorte que dans des écoles, on puisse en parler davantage. Donc je suis allée donner des conférences. Il y a un établissement scolaire qui maintenant porte son nom. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une plus grande connaissance de qui elle est, donc une reconnaissance en Martinique pour qu'à un moment donné, on puisse s'en saisir au niveau national. Et dans l'Hexagone, d'ailleurs, un premier pas a été franchi en 2018 avec la création d'une promenade, Jeanne et Paulette Nardal, dans le 14e arrondissement de Paris. D'ailleurs, on va voir s'afficher la photo où on vous voit tenir le jour de l'inauguration. La plaque, le jour de l'inauguration. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là ? Vous vous êtes dit, bon, ça y est, on a fait une partie du chemin, ou alors il reste encore tellement à faire ? Non, j'ai pas pensé qu'on était arrivé au bout, au contraire, je me suis dit, c'est bien, c'est une pierre qui est posée. Et le chemin est long, le chemin est très très long. Et depuis cette plaque, il y en a eu d'autres. Il y a eu donc des établissements scolaires, il y a une rue à Marseille, il y a même une salle en Allemagne. Donc l'idée fait son chemin. Et puis récemment, les JO. Ah ben oui, voilà, grande consécration. Voilà. Cette statue qui sort, quand je suis devant ma télévision et que je vois ça, je me dis mais... Vous y attendiez ? Vous étiez dans la confidence ? Non, je n'étais pas dans la confidence. La famille l'était bien sûr, puisqu'il fallait l'autorisation, et avait été expressément sollicitée pour garder le secret. Et heureusement, parce que c'était un vrai bonheur de voir cette statue se soulever comme ça pendant cette cérémonie. Donc oui, c'était magnifique. Et c'est une belle consécration. Et elle a maintenant cette visibilité nationale, voire internationale, puisque 2 milliards de personnes l'ont vue ce jour-là. Votre militantisme féministe, car c'est comme ça aussi que vous le décrivez, est vraiment né de cette soif de faire reconnaître justement ces femmes peut-être trop longtemps tombées dans l'oubli, dans l'histoire commune ? Alors, je pense que probablement mon militantisme féministe remonte à mon enfance, quand j'écoutais les conversations entre ma mère, ma marraine, et que je comprenais ce que ça voulait dire quelque part avec, je dirais, mon oreille d'enfant, c'était que les femmes pouvaient accéder à tout ce qu'elles voulaient. Voilà. Et ça, c'est ce que ma mère m'a toujours dit. Tu pourras faire tout ce que tu décides de faire, tu pourras le faire. Par la suite, comme je l'explique encore aujourd'hui à des personnes, le féminisme, c'est quoi ? C'est vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pas la supériorité des femmes sur les hommes, ça n'a jamais été ça. C'est l'égalité de droit, l'égalité de considération, l'égalité d'accès, de chance entre les femmes et les hommes. Je veux qu'une petite fille ait exactement les mêmes possibilités demain qu'un petit garçon. C'est ça le féminisme pour moi. Quelle est justement la place des hommes aujourd'hui en 2024 dans ce combat féministe ? Et je vous pose la question, car cela arrive encore très souvent, que justement certaines féministes nous expliquent que le combat doit être mené par la gente féminine et qu'à la limite, elles n'ont pas forcément envie que des hommes s'impliquent dans le combat. Quel est votre positionnement à vous sur cette question ? Mon positionnement est que le combat féministe est un combat qui concerne aussi bien les femmes que les hommes. Néanmoins, nous avons, nous, un certain nombre de faits qui nous permettent de le dénoncer, évidemment, en premier lieu, par rapport à un homme qui n'aura pas vécu ces situations discriminantes. Une femme va vivre des situations discriminantes qui fait qu'elle pourra en parler. Néanmoins, un homme, il peut être un père, il peut être un frère,
il peut être un parrain, donc concerné, il est concerné aussi par cette discrimination et il peut en parler. Et il doit en parler. Ou être le fils d'une maman qui a été battue ou qui a été abusée. Le fils d'une femme qui a été victime elle-même. Et donc, il a toute légitimité pour en parler. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, les combats féministes sont soulevés par des femmes, mais ils doivent être accompagnés par les hommes, soutenus par les hommes, prolongés par les hommes, parce que on n'y arrivera pas si nous ne sommes, nous, que 50% de la population mondiale à se préoccuper de ces questions d'égalité et que l'autre moitié considère que ça ne la concerne pas, on ne va pas y arriver. Donc oui, il faut que les messieurs se sentent concernés aussi, mais je crois que beaucoup commencent à se sentir concernés. Et vous diriez que le combat féministe avance plutôt bien en Martinique? Est-ce qu'aujourd'hui les femmes martiniquaises ont compris aussi le rôle social qu'elles devraient jouer au même titre que les hommes? Mon constat aujourd'hui est que non, les femmes n'ont pas suffisamment compris qu'il faut qu'elles y aillent davantage et que si elles n'y vont pas, personne n'ira à leur place. Et mon constat aujourd'hui, c'est de dire quels sont les outils, quelles sont les compétences que l'on pourrait donner à ces femmes pour qu'elles puissent le faire. Pour moi, un des outils, et c'est vrai que ça a été mon positionnement depuis des années, c'est de pouvoir leur permettre de prendre la parole en public. Combien de femmes m'ont exprimé qu'elles n'arrivaient pas à parler, même simplement à un conjoint pour demander un titre de propriété d'une maison que pourtant ils étaient 2 à payer? Combien de femmes m'ont exprimé que dans une réunion, elles n'arrivaient pas à prendre la parole pour exprimer une idée qui était pourtant pertinente et qui pouvait être reprise à ce moment-là par un collègue? Et donc je dis qu'aujourd'hui, c'est une compétence que les femmes doivent acquérir. C'est la raison pour laquelle je m'investis beaucoup sur des classes de leadership au féminin dans des établissements scolaires, pour rétablir, entre guillemets, ce que je pense être un déséquilibre, à savoir que les petites filles ont plus de mal que les petits garçons à prendre la parole. Il faut que les petites filles prennent la parole, qu'elles apprennent à le faire de façon décomplexée et totalement libérée, que les garçons trouvent normal, qu'ils ne les coupent pas systématiquement, pour que chacun puisse s'exprimer, pour que par la suite, des femmes puissent s'autoriser à prendre la parole dans une entreprise, qu'elles puissent investir des fonctions politiques et que les hommes trouvent absolument normal d'avoir une femme en face qui a le même poste, les mêmes responsabilités. Donc pour moi, la chose la plus importante aujourd'hui qui pourrait faire la différence, c'est prendre la parole. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup investie là-dessus. Mais ensuite, je pense qu'il y a pour certaines femmes à aller plus loin dans les formations pour aller chercher des compétences managériales parce qu'elles sont en capacité de gérer, qu'elles ont peur de le faire, peur de perdre un conjoint qui ne va pas supporter qu'elles s'investissent davantage, qu'elles travaillent davantage, peur de pouvoir se retrouver seule à élever des enfants, parce que c'est parfois le prix à payer quand on est une femme, entre guillemets, de responsabilité et de pouvoir. Mais il faut y aller, parce que si, comme dit Michelle Obama, on ne s'assoit pas à la table à égalité avec les hommes, ils vont continuer à prendre des décisions sans nous. Et alors désormais, Catherine Marceline, vous prenez la parole d'une autre façon aussi, à travers ce nouveau projet, cette maison d'édition et de contenu, Pilibo. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Pilibo, c'est un rêve d'une vingtaine d'années. Je voulais créer cette maison d'édition sans avoir précisément les contours. Et puis récemment, depuis quelques années, les contours se sont précisés. Oui, il y a une réalité, c'est que les gens lisent de moins en moins, mais il y en a quand même qui lisent. Et les gens vont chercher du contenu où ils peuvent le trouver. Les réseaux sociaux, par exemple. Et donc l'idée, c'est de ne plus simplement fonctionner en termes de « je donne un livre, j'offre un livre », c'est du contenu. Et ce contenu, il peut avoir plusieurs formes. Ça peut effectivement être un livre, ça peut être de la bande dessinée, ça peut être du texte, ça peut être des formations, ça peut être quelque chose qui est en support papier, ça peut être quelque chose qui est digital, ça peut être du film, du documentaire, du podcast. Donc c'est l'idée de repenser les supports, de repenser les modes de diffusion pour s'adapter au goût, aux mentalités. Mais surtout, l'idée pour moi, c'est de raconter nos histoires. Parce que qui raconte nos histoires aujourd'hui ? Et alors justement, vous racontez une nouvelle histoire dans le nouvel ouvrage que vous publiez, consacré au combat judiciaire que vous avez mené aux côtés de Ingrid Littré lors de sa séparation avec le chanteur Kalash. Pourquoi avoir voulu tirer un livre de cette affaire plutôt que d'une autre, vous qui en avez traité des dizaines ? L'affaire en question est vraiment en arrière-plan. L'histoire me paraît plus importante, l'histoire d'Ingrid Littré et l'histoire de plusieurs femmes, de plein de femmes que j'ai vues passer dans mon cabinet. C'est une femme qui est dans un processus de séparation. Jusque-là,
ça arrive à tout le monde. Mais je découvre avec effarement que c'est une femme qui se fait régulièrement insulter sur les réseaux sociaux, sans que personne, à aucun moment, ne prenne sa défense. Aujourd'hui, pas une association féministe ne s'est levée à un moment donné pour dire « ce n'est pas normal qu'une femme se fasse insulter sur les réseaux sociaux ». Et la plupart des personnes se sont abritées derrière une phrase qui est « mais on ne veut pas prendre parti ». Mais le fait de ne pas dire que c'est pas normal que quelqu'un se fasse insulter sur des réseaux sociaux est déjà, d'une certaine façon, prendre parti. Et cette histoire-là, c'est l'histoire d'autres femmes qui se font insulter, par exemple, sur leur lieu de travail, qui se font insulter dans leur famille, qui se font insulter devant leurs enfants, devant leurs parents, par un conjoint, sans que personne ne réagisse, parce que l'insulte, l'injure est devenu quelque chose qui est normal. Et moi, ça m'a beaucoup interpellée, ça. Et le fait qu'elle décide de rester silencieuse, pour une simple et bonne raison, on en a beaucoup parlé, elle et moi, parce qu'il n'était pas question de rentrer dans une espèce de déballage qui était déjà plus sordide que ça pouvait l'être en répondant, parce qu'il y a des petites filles derrière. Il y a 2 petites filles qui commencent, en tout cas pour l'aînée, à être en âge de lire ce qui se passe. Et même quand elles n'étaient pas encore en âge de le lire, il y avait quand même des camarades qui revenaient parce qu'ils avaient entendu des parents discuter pour lui dire un certain nombre de choses. Donc, protéger les enfants était quelque chose qui était absolument indispensable pour elle. Donc, elle a choisi de ne pas parler pendant 5 ans et elle n'a jamais répondu sur les réseaux sociaux. Mais depuis quelque temps, la pression s'est faite beaucoup plus forte sur les réseaux sociaux, avec des phrases, des mots qui étaient de plus en plus difficiles et durs à encaisser. Et donc, il a fallu à un moment donné y répondre. J'y ai moi-même répondu avec un communiqué. Et les choses se sont-elles calmées pour autant? Non. Donc, il y a 2 ans, un jour où vraiment il y avait eu encore plus de phrases et de mots que d'habitude, où à ce moment-là, elle reçoit des messages sur ses réseaux en lui disant « on sait où tu habites », alors qu'elle s'est fait cambrioler quelques jours auparavant et que donc la menace est réelle. Cette corrélation entre les mots qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux et ce qui se passe ensuite dans son intimité, les menaces qu'elle reçoit et la peur qui est générée, est telle que c'est une femme qui est totalement dévastée à ce moment-là. Et moi, je lui dis, mais Ingrid, personne ne sait ce que vous vivez en fait à ce moment-là. Alors, ma question va être volontairement très naïve, mais dans ces cas-là, pourquoi aussi ne pas tout simplement couper les réseaux sociaux, en fait, sortir aussi Mais quand vous coupez les réseaux sociaux, les insultes, les mots ne s'arrêtent pas. C'est pas ça qui arrête les mots, c'est pas ça qui arrête les phrases, c'est pas le fait de sortir des réseaux sociaux. Parce que sinon, effectivement, c'était très simple. Et par ailleurs, et c'est intéressant que vous puissiez poser cette question, l'activité professionnelle d'Ingrid Littré était totalement liée à sa présence sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que parce qu'elle reçoit des mots qui sont générés par d'autres personnes, elle doit sortir des réseaux sociaux et donc se couper de ce qui est à ce moment-là de son activité, oui. Sa source de revenus, c'est-à-dire ce que vivent la majorité de femmes quand elles reçoivent un certain nombre de phrases, de devoir, elles, prendre des dispositions, alors que ça ne vient pas de ce qui est du système qui est à l'origine des mots qu'elles reçoivent. C'est ça qui est difficile aussi. C'est la double peine dont c'est la double peine dont je parle. Et donc, on s'est retrouvés à ce questionnement-là. Et donc, c'est à ce moment-là que naît l'idée d'écrire sa biographie, parce que tous les combats qu'elle vit et qu'elle décrit dans cette biographie sont des combats que moi, j'ai vus de la plupart de mes clientes. Mais même si, et là je ne prends pas parti, je pose la question, à un moment donné, ça a été une relation très médiatisée aussi. Bien sûr. Et finalement, est-ce qu'elle était dans cette lumière-là? Est-ce que ce n'est pas aussi le revers de la médaille quand on est dans des positions exposées, quand la vie privée est exposée à un moment donné, et qu'il y a des dérives qui sont inhérentes aussi à ça? Alors, elle a été dans la lumière avant lui. Et ça, beaucoup de gens l'ont oublié, puisqu'elle a été Miss et que c'est la première femme noire à avoir osé aborder une élection en ayant des cheveux naturels coiffés en locks. Ça ne s'était jamais vu. Et ce qu'elle a fait a ouvert la voie à beaucoup d'autres femmes,
que ce soit dans des élections ou des manifestations emblématiques et visibles, ou d'autres femmes, je dirais, dans la rue. Donc elle a ouvert la voie à ce moment-là où effectivement c'était un autre temps, une autre époque. Aujourd'hui, nous avons des cheveux naturels, vous et moi, ça paraît absolument normal, ça n'était pas à l'époque. Donc la lumière, elle était sur elle et elle l'acceptait effectivement. Par la suite, avec ce mariage, avec cette relation, la lumière a continué. La relation s'arrête, la lumière peut continuer, mais pourquoi la lumière doit-elle impliquer des phrases et des mots qui font mal alors que ce n'est pas utile ? Mais ça, c'est un aspect des choses. Je dirais les mots, les phrases, c'est un aspect. Vous imaginez bien que je n'ai pas construit une biographie autour de quelques postes. Vous avez envie de brosser le portrait de cette femme en femme inspirante pour cette jeunesse martiniquaise, c'est ça ? J'ai eu envie de brosser son portrait en disant que vous pouvez avoir eu à un moment des rêves que vous avez mis de côté par choix. Personne ne l'y a forcé en ces termes-là. Par choix de vie, par choix d'une vie à deux, et qu'à un moment donné, ça n'est pas possible et que ces rêves-là se brisent. Et que ce que vous aviez imaginé comme une relation, finalement, se brise. Il faut rebondir. Il faut reconnecter avec ce qui étaient vos rêves. Il ne faut pas accepter le fait d'avoir pu être brisé dans une relation qui ne vous a pas permis de pouvoir vous épanouir. Ce n'est pas parce qu'une relation n'a pas fonctionné qu'elle doit vous briser non plus. Mais il y a aujourd'hui dans le fonctionnement entre les hommes et les femmes de notre société martiniquaise une problématique qui doit aujourd'hui être déposée de façon claire et précise. La violence n'est pas acceptable. Le fait d'écraser l'autre pour exister n'est pas acceptable. Et c'est sur ces mots que nous sommes déjà obligés de nous quitter. Catherine Marceline, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette 12e émission Angle de vue, une émission à retrouver sur nos 3 médias via atv.tv, rci.fm et franceanti.fr. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau portrait.